Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Nous sommes le jeudi 29 novembre 2018. Ici Michel Beausoleil. Voici votre téléjournal communautaire. Au menu cette semaine, nous allons revenir sur le conseil d'administration du CIUS qui siégeait à Saint-Raymond la semaine dernière. 3 questions touchaient les gens de Portneuf. Nous allons parler grippe et vaccination en studio avec le docteur Nicolas Brousseau, médecin conseil au CIUS de la capitale nationale. La ville de Donnacona a dû refaire ses devoirs auprès de ses citoyens dans le projet de construction du complexe aquatique. On a parlé rareté de main-d'œuvre au rendez-vous RH Portneuf cette semaine. Nous avons une entrevue avec le journaliste chroniqueur René Vézina. Un projet pilote de récupération d'aliments dans les épiceries de Portneuf dirigé par Moisson Québec est à l'étude. Une nouvelle fondation voit le jour pour soutenir les élèves de l'école secondaire Louis-Jobin de Saint-Raymond et la féerie de Noël était à son comble en fin de semaine à place de l'église de Cap-Santé transformée en marché de Noël. Bonne émission. Revenons sur la soirée du mardi 20 novembre dernier au Centre multifonctionnel de Saint-Raymond. Les administrateurs du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la capitale nationale, le CIUS, tenaient leur assemblée publique du mois de novembre. Des membres du Comité pour la sauvegarde des soins de santé dans Portneuf ont profité de l'occasion pour poser des questions aux administrateurs et dirigeants du réseau public. La radiothérapie, la couverture médicale et le soutien aux résidences privées pour personnes âgées ont été abordés comme sujet. C'est le maire de Saint-Raymond et porte-parole du comité santé, Daniel Dion, qui a posé la première question qui touchait les traitements de radiothérapie ou de radio-oncologie pour les femmes atteintes du cancer du sein. Plusieurs doivent se déplacer à Trois-Rivières pour subir leur traitement. Écoutons M. Dion. Alors, en voici une. Dernièrement, nous avons appris au cours des dernières semaines que le Centre des maladies du sein de l'hôpital Saint-Sacrement dirigeait les femmes de Portneuf atteintes du cancer du sein vers Trois-Rivières pour leur traitement de radiothérapie. Cela représente une distance de 103 km d'ici. Ça prend 1h20 pour se rendre à Trois-Rivières. Ça fait un total de 210 km de transport, étant le double de distance pour se rendre à Québec. Nous savons que le CHU, c'est une entité différente du CIUS, mais considérant que le CIUS est notre seul intervenant dans Portneuf pour les soins de santé, considérant que les femmes de Portneuf sont pénalisées, comment pouvez-vous nous aider à améliorer le sort des Portneuvoises aux prises avec le cancer du sein? Le CIUS a confirmé cette situation qui ne concerne pas seulement le cancer du sein, mais aussi d'autres types de cancers et ne touche pas nécessairement toute la clientèle de Portneuf. Certains résidents de Portneuf doivent poursuivre leur traitement à Québec selon la complexité de la maladie. Souvent, d'autres types de traitements ou la rencontre de spécialistes sont nécessaires à Québec. On explique cette situation par un manque d'équipement au CHU qui, en plus de Portneuf, doit servir la clientèle de Québec et de tout l'Est du Québec. On écoute le président directeur général du CIUS, Michel Delamarre. Oui, la clientèle, les usagers actuellement de la région de Portneuf sont dirigés davantage vers Mauricie-Centre du Québec. Les gens de Québec à Québec, puis l'Est du Québec, bien, viennent à Québec aussi parce que c'est plus proche pour eux de venir à Québec.
Cette situation devrait se régulariser et la région de la capitale nationale devrait s'autosuffire pour ce type de traitement quelque part vers la fin 2019-2020 en fonction de la construction actuelle du nouveau complexe hospitalier à Québec. Un centre intégré de cancérologie est en voie de réalisation. De plus, de nouveaux équipements pour la radio-oncologie devraient voir le jour sous peu à l'hôpital de Lévis. On écoute à nouveau M. Delamarre. La situation devrait se régulariser. D'abord, vous savez qu'une construction actuellement importante, là, le NCH, le nouveau complexe hospitalier, où on va ajouter un nombre supplémentaire d'équipements pour faire face aux besoins. En même temps, il y a du côté de Chaudière-Appalaches, donc à l'hôpital de Lévis, sont actuellement en agrandissement et installés une unité de service où on va donner ce type de traitement-là. Simon Julien de Pont-Rouge a soulevé en deuxième question la fermeture de la Villa Bon-chez-Soi. À Pont-Rouge, une résidence privée pour personnes âgées autonomes ou en légère perte d'autonomie et qui a fait les manchettes il y a 2 semaines. La villa, située au 191 rue Dupont, fermera ses portes le 15 décembre prochain et les 31 résidents ont vécu l'impact de cette mauvaise nouvelle le jeudi 8 novembre dernier. Monsieur Julien voulait connaître l'implication du CIUS dans ce genre de fermeture et l'aide apportée aux personnes touchées. Certaines n'ont plus de famille et d'autres pourraient se retrouver loin des leurs. Selon M. Delamarre, le CIUS accompagne les propriétaires de la villa depuis plusieurs mois pour qu'ils se conforment aux règles de qualité et de sécurité, mais ceux-ci ont décidé de fermer. Particulièrement cette ressource-là, le CIUS accompagnait cette ressource déjà depuis plusieurs mois pour aider justement à la conformité à toutes les normes et les règles là, qui s'appliquent en termes de qualité et sécurité. Malheureusement, il arrive dans certaines situations et ça arrive quelquefois que la ressource ne peut plus continuer à offrir des services ou décide tout simplement de ne plus offrir, de plus diriger, si on veut, ou garder la ressource. C'est le cas ici. Du personnel du CIUS, dont les travailleurs sociaux accompagnent les usagers et leurs familles pour trouver un logis en fonction de leurs besoins. C'est que tout le monde soit replacé, soit à même nos propres installations, parce qu'il y a certaines personnes qui pourraient se retrouver dans nos installations de type CHSLD particulièrement. Mais l'idée, c'est que tout le monde se retrouve une place en ressources pour personnes âgées et une ressource qui est bien adaptée à leur situation. Et on les accompagne dans tout le processus, même par la suite, pour s'assurer que tout sera correct pour ces personnes-là et leurs familles aussi. D'autre part, M. Julien a soulevé le fait et souhaitait mieux comprendre pourquoi il est difficile dans Portneuf de développer des services ou des ressources dites intermédiaires qui s'adressent à une clientèle en perte d'autonomie ou handicapée, mais qui ne nécessitent pas les soins prodigués en CHSLD. La pénurie de personnel et un nombre peu élevé de lits de type intermédiaire dans une région comme Portneuf font hésiter les promoteurs à se lancer en affaires. On écoute à nouveau M. Delamarre. Le défi en région, c'est que le nombre de lits qu'on a besoin est souvent un petit nombre. Donc, il faut voir comment le promoteur peut rentabiliser aussi sa ressource. Ce qu'on sait qui nous impacte beaucoup actuellement, et c'est probablement une explication là, importante qui fait qu'on a de la difficulté à trouver des promoteurs, c'est la situation de la pénurie de personnel, particulièrement dans notre région. Donc, les gens doivent se lancer en affaires avant de s'embarquer, si on veut, dans ce type de ressources-là. Il y a une crainte de départ qui est est-ce qu'on va avoir le personnel pour opérer ces ressources? Bien, on travaille, on regarde différentes alternatives actuellement pour voir comment on va pouvoir développer des nouvelles places, autant pour la région de Québec que pour la région de Portneuf. Pour sa part, M. Jacques Plamondon, aussi du comité santé dans Portneuf, a pris le micro pour demander aux dirigeants du CIUS leur plan de match pour améliorer la couverture médicale dans Portneuf. M. Plamondon et d'autres membres du comité avaient pris le temps, l'été dernier, de réaliser un recensement des médecins et de leurs pratiques, en plus d'identifier les enjeux dans Portneuf. Écoutons M. Plamondon. D'abord, ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y avait 63 omnipraticiens qui y pratiquent. Là-dessus, il y en a 13 qui ont plus de 60 ans. De ce nombre, de ces 13-là, il y en a 10 qui ont mentionné leur intention de se retirer d'ici 2 à 3 ans. Pour le seul secteur de Saint-Ramon, ce serait 7 900 patients qui devront trouver un nouveau médecin quand ces médecins-là prendront leur retraite.
Dans le cas de Saint-Marc-de-Carrière, c'est 3 médecins qui ont annoncé aussi leur retraite dans la même période avec un nombre similaire de patients. Il faut aussi noter que pour ces 63 médecins pratiquants dans Port-Neuf, 24 omnipraticiens ont moins de 40 ans et de ce nombre, 19 sont des omnipraticiennes. En tenant compte de la réalité conciliation famille-travail, des remplacements sont à prévoir. Au niveau de la couverture et de l'accessibilité, on parle plus d'accès en termes géographiques puis d'heures d'ouverture. Sauf à la clinique de Donnacona, toutes les autres cliniques, à savoir celle de Pont-Rouge, celle de Saint-Marc-de-Carrière, celle de Saint-Raymond, sont ouvertes uniquement du lundi au vendredi de 9h à 17h et aucunement les fins de semaine. Bien qu'il y ait eu amélioration en 2018 pour l'accès aux 2 urgences, celle de Saint-Raymond et surtout de Saint-Marc-des-Carrières, il faut noter qu'à partir des statistiques du CIUS, pour 2017 et de la catégorisation par priorité, là, quand on se présente dans une urgence, il faut souligner que 90% des patients ambulants se présentant à Saint-Marc-des-Carrières et 86% pour ceux qui se présentent à Saint-Raymond sont des cas de priorité 4 et 5. Autrement dit, c'est des gens qui pourraient être très bien vus en cabinet privé puis qui n'ont pas besoin d'une installation d'urgence. Enfin, au niveau de l'annonce faite en 2017-18 pour l'hôpital régional de Port-Neuf pour la chimio-ambulatoire, l'héliogériatrie et l'hémodialyse, bien que les budgets ont été débloqués de la part du CIUS et du NES pour les aménagements physiques et le personnel de soins, à notre connaissance, à moins qu'on soit moins mal informé, il demeure toujours un inconnu en ce qui concerne la couverture des médecins qui sont prêts à couvrir ces 3 types de services-là. Bref, notre question, nous aimerions savoir quelle est la... Bon, un autre élément aussi qui nous a frappé, c'est que pour le fonctionnement des 2 urgences, on calcule 7 jours par semaine, 365 jours par année. Il y a le requis en heures, c'est 17 520. Puis actuellement, à l'horaire, au programme, il y a 17 720 heures. Il y a à peu près 200 heures uniquement de jeu là, en cas de maladie. Bref, en tout cas, c'est tout des faits, des éléments qu'on apporte qui font que dans les prochaines années, on risque d'avoir un problème. Alors la question est celle-ci, là, comment le CIUS au niveau de Port-Neuf peut planifier ou voir comment peut se faire le recrutement au niveau médical pour pouvoir mieux couvrir la population puis rendre accessibles les soins médicaux. Du côté du CIUS, on souligne que 2 nouveaux médecins facturants pourront s'établir dans Port-Neuf en 2019 sur les 35 prévus dans la capitale nationale selon le plan régional des effectifs médicaux. Il serait possible au département régional de médecine générale, le DRMG, d'en recruter parmi 8 médecins de retour d'une région. On écoute M. Delamarre. Et il y a 8 postes actuellement qui ne sont pas identifiés à des territoires. Donc, si les gens de Port-Neuf, les médecins, parce qu'on sait que le recrutement se fait beaucoup par les médecins actuels, il y a des places disponibles. Donc, si vous recrutez 1 ou 2 médecins d'une autre région qui veut s'installer, le DRMG a les leviers qu'il faut pour augmenter le nombre de médecins au-delà des 2 nouveaux facturants pour être capable d'augmenter le nombre de médecins sur le territoire. Soulignons que dans le cadre du plan de transformation en santé mentale annoncé il y a 2 semaines par les dirigeants du CIUS, un psychiatre devrait offrir des consultations à la clientèle de Port-Neuf en fonction des besoins. Par voie de communiqué, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, le CIUS de la capitale nationale, dresse un bilan très positif des réalisations et améliorations apportées aux soins de santé et les services de santé sur le territoire de Port-Neuf au cours de la dernière année. Les dirigeants sont sensibles aux préoccupations soulevées par le comité de citoyens et les élus et soulignent tout le travail de collaboration et de concertation qui aura permis de mettre en place ou de faciliter le développement de services. Dans le communiqué, on fait référence à la diminution des découvertures médicales à l'urgence de Saint-Marc-des-Carrières avec 4 découvertures en 2018 et aucune à l'hôpital régional de Port-Neuf, en plus des nouveaux services implantés et à venir à l'hôpital à Saint-Raymond. De plus, une entente a été conclue entre la télévision CJSR et le département des communications du CIUS pour la diffusion, 1 fois par mois, d'une entrevue avec différents spécialistes du réseau de la santé publique. Et ce soir, nous avons le
plaisir d'accueillir en studio le docteur Nicolas Brousseau, médecin conseil en maladies infectieuses à la direction de la santé publique du CIUS de la capitale nationale. Bonsoir, docteur Brousseau. Bonsoir, M. Beausoleil. Merci d'être avec nous en studio, de vous déplacer. Êtes-vous chercheur aussi en maladies infectieuses? Ou... Oui, je travaille aussi à l'Institut national de santé publique pour des projets de recherche reliés à la vaccination, mais également au CIUS de la capitale nationale pour l'implantation de tous les programmes de vaccination dans la région. OK. Sans trop élaborer, où on en est dans la recherche au niveau justement viral et infection et tout? Bien, notamment, c'est sûr, pour le vaccin contre la grippe, il y a plusieurs recherches qui se font. On a un vaccin très efficace qui est notre meilleur moyen de prévention, mais ça reste une efficacité imparfaite. Il y a beaucoup de travaux actuellement pour trouver un vaccin encore plus efficace, beaucoup de recherches aussi pour améliorer nos programmes de vaccination, pour les rendre encore plus efficaces. Donc, c'est vraiment un domaine florissant. Il y a beaucoup d'idées et beaucoup de projets en cours. Oui. Et vous avez une bonne collaboration, j'imagine, avec d'autres pays, d'autres recherches aussi à l'extérieur? Oui, bien, tant avec nos collègues canadiens qu'à l'international, oui, on regarde étroitement ce qui se passe. On a tous des collaborations puis des personnes contacts, oui, pour faire avancer les choses, notamment pour toujours essayer d'avoir le meilleur programme de vaccination possible, le programme de vaccination le plus simple et le plus efficace possible. Oui. Vous êtes médecin conseil. Quel est le rôle de médecin conseil comme le CIUS ici dans la capitale nationale? Oui, bien, au niveau de la direction de santé publique, on a quelques médecins conseils qui sont là pour appuyer les équipes dans la prévention puis le contrôle des maladies. Moi, en vaccination, d'autres médecins, par exemple, dans le domaine des infections nosocomiales qui se passent dans les hôpitaux ou pour la prévention des infections transmissibles sexuellement. Donc, on a un rôle vraiment d'appuyer les équipes et d'essayer d'améliorer le plus possible les pratiques. Oui. Quelle est la différence entre un virus puis bactérie? Parce que la grippe ou l'influenza, c'est vraiment un virus? Oui, bien, un bon exemple, c'est le virus de la grippe. Le virus, il vient contaminer nos cellules. Par contre, il n'y a pas de traitement antibactérien. Les antibiotiques ne vont pas faire effet. Donc, par exemple, pour la grippe, le meilleur traitement possible, c'est le repos, c'est de prendre du temps à la maison. Même chose pour le virus du rhume. Par contre, pour ce qui est de certaines infections plus bactériennes, comme les sinusites, les pharyngites, là, on a des antibiotiques qui peuvent être efficaces. C'est une différence importante là, entre les virus puis les bactéries. Oui. Autant pour les deux, on a des vaccins qui sont disponibles pour plusieurs maladies causées par des virus et des bactéries. Oui. La grippe, c'est vraiment le virus d'influenza. Il y a plusieurs sortes, en fait, je pense, d'influenza. Oui, effectivement, il y a 3 types de grippe qui peuvent circuler. Il y a 2 grippes de type A, une qu'on dit la grippe A H1N1, ça va nous faire tout de suite penser à la pandémie. Ce virus-là circule toujours, mais on a été exposé, il n'est pas aussi menaçant qu'auparavant. On a une grippe de type H3N2, puis la grippe de type B. Puis ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, cette infection-là, ce n'est pas une infection banale, c'est que ça débute subitement, des gros malaises, tout le monde a vécu la fièvre pendant quelques jours, pas capable de se lever du lit. Puis surtout chez les gens plus fragiles qui sont à risque de complications, par exemple, les gens qui vivent avec des maladies chroniques, ça peut mener à une hospitalisation ou même un décès. C'est pour ça qu'on a un vaccin. Par opposition, on a d'autres virus qui causent le rhume, qui, eux, après quelques jours, on s'en remet mieux, puis ça mène très rarement à des hospitalisations. On est, au moment où on se parle, nous sommes le 29 novembre 2018. Est-ce qu'on est en pleine période de grippe importante actuellement? Bien, ce qu'on pourrait dire, c'est que la saison de la grippe est à nos portes. L'activité de la grippe, on la suit étroitement, puis c'est encore fait, mais elle est à la hausse. Donc, probablement que d'ici le temps des fêtes, la grippe va circuler activement, puis ça va être important que les gens prennent les mesures de prévention nécessaires, mais surtout, le meilleur moyen de prévention, c'est la vaccination. Donc, c'est vraiment le temps pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de se faire vacciner, de considérer la vaccination, puis de se rendre pour voir leur médecin ou aller dans les cliniques là, organisées par le CIUS de la capitale nationale. Ouais. Est-ce qu'on connaît la souche principale ici au Québec, particulièrement dans notre région? Il faut bien comprendre, la souche serait pas mal la même dans toute la province. Il faut bien comprendre que le virus de la grippe est très imprévisible. Ça peut changer rapidement, mais on pourrait dire la bonne nouvelle, c'est que la saison de la grippe vient de se terminer en Australie. Puis dans ce pays-là, c'était un virus qu'on appelle le type H1N1, puis la saison a été assez modérée. Donc c'est une bonne nouvelle. Puis aussi, le vaccin
a été efficace à plus de 60 %, ce qui est une très bonne performance pour le vaccin. Ça ne garantit pas du tout qu'est-ce qui va se passer dans la province cette année, mais c'est quand même de bon augure. Puis c'est seulement en février ou mars, une fois que les études vont avoir été faites pour le Canada, qu'on va savoir l'efficacité exacte du vaccin. Parlons de la propagation, en fait, de la grippe. Comment ça se propage, ce virus-là? Bien, la grippe se propage, on dit, par gouttelettes. Donc, ça vient, c'est au niveau de nos sécrétions respiratoires. Donc, quand on tousse ou quand on éternue, puis les personnes sont dans notre environnement, on peut les contaminer facilement. Aussi par des poignées de main ou de façon plus indirecte, si j'éternue sur le comptoir puis la personne vient me toucher, ça peut provoquer la contamination. Donc, ça nous amène aux moyens de prévention efficaces. Ça nous montre que vraiment le lavage des mains fréquent peut vraiment éviter d'être contaminé, de nettoyer son environnement fréquemment, comme les comptoirs, les poignées de porte. Ça peut vraiment faire la différence, par exemple, pendant le temps des fêtes qui s'en vient. Si malheureusement on tombe malade, là, vraiment, la clé, c'est de rester à la maison, d'éviter de contaminer les autres, surtout les personnes plus fragiles, comme les personnes plus âgées ou les personnes avec des maladies chroniques qui pourraient vraiment être hospitalisées là, si elles étaient infectées. Est-ce que le virus reste vivant longtemps sur une table ou, je ne sais pas, sur la poignée de porte? Ça dépend des conditions d'humidité, etc. Mais en général, c'est assez court. Vraiment, le meilleur moyen de propagation, c'est plus de façon directe quand vraiment on serre la main directement ou la personne nous tousse ou éternue. Donc, c'est vraiment ce mode-là, mais il est quand même possible que ça reste un certain temps. Mais, quelques jours ou... Au plus quelques jours. Okay. Mais si on fait un entretien quotidien, nettoyage de notre environnement, on peut éviter, ça peut réduire la transmission. Les produits comme Purell ou désinfectants, est-ce que c'est bon d'utiliser ça aussi lorsque des gens ont des rencontres à faire régulièrement? Bien, je pense que c'est les produits de nettoyage régulier. Vous dites Purell ou Lysol. Oui, tout fonctionne bien. C'est pas un virus qui est particulièrement résistant. Il y a des bactéries où ça prend des produits vraiment spéciaux, mais là, c'est vraiment les produits de nettoyage réguliers. Courant qui fait que ça peut éliminer. Parlons du principe du vaccin. Comment on fabrique un vaccin? C'est une partie du virus ou comment... Oui, bien, pour ce qui est du vaccin contre la grippe, pour la grande majorité des personnes, c'est un virus qu'on dit inactivé. Donc, on ne donne pas la grippe à la personne. On vient vraiment chercher des petites parties du virus spécifiques qu'on donne à la personne qui, lui, va penser, même si ce n'est pas la grippe, va penser que c'est le virus de la grippe, puis va développer une protection. Puis, donc, il y a développement de ce qu'on appelle des anticorps. Ça prend 1 à 2 semaines à se développer. Donc, avec la grippe qui commence, il faut que les gens comprennent qu'il faut qu'ils se fassent vacciner rapidement, parce que ça va prendre 1 à 2 semaines à développer la protection, puis, par exemple, pour être protégé avant le temps des fêtes. Puis, par la suite, ce qui est formidable, c'est que si le vrai virus de la grippe arrive, bien, notre système de défense va être prêt là, à attaquer. Répondre. Exactement. Mais est-ce qu'on peut soulager la grippe? En fait, mais ça prend un certain temps avant qu'on l'élimine complètement. Soulager avec la vaccination ou avec des traitements ou avec des traitements autres, ou je ne sais pas, le repos, l'eau... Il y a des pour les virus, le traitement, c'est vraiment le repos, c'est de prendre soin de soi, de se prendre une bonne soupe aux nouilles. Il n'y a pas de remède miracle. Il existe des traitements antiviraux, mais c'est réservé aux personnes beaucoup plus fragiles, beaucoup plus vulnérables. Il faut que ce soit donné très rapidement après le début des symptômes. Donc, peut-être le meilleur conseil à donner, si une personne tombe malade, c'est de contacter 811 ou Info Santé. Donc, il peut avoir, selon sa condition de santé, puis quand la personne est malade, il peut avoir les meilleurs conseils pour savoir si c'est nécessaire de consulter dans le cas où il y aurait des traitements qui pourraient être considérés. Oui. Alors, en terminant avec les cliniques de vaccins, en fait, la vaccination demeure encore la meilleure façon de pouvoir prévenir, en fait, la grippe. C'est le meilleur moyen de prévention. Puis je pense qu'il est très important de mentionner, c'est que c'est pas banal, il y a plusieurs hospitalisations et décès, mais c'est vraiment concentré chez des personnes plus fragiles. Donc, c'est pas l'ensemble de la population qui est invitée activement, mais bien les personnes fragiles, comme les personnes avec des maladies chroniques. On parle maladie du cœur, maladie du poumon, diabète, cancer. Toutes les personnes de 75 ans et plus également. Les femmes enceintes à partir du 2e trimestre et toutes les personnes qui vivent avec ces gens-là. Donc, c'est vraiment ces personnes-là qu'on veut bien rejoindre là, avec notre campagne de vaccination qui est en cours. Oui, qui est en cours. Justement, au mois de décembre, il y a des cliniques gratuites, en fait, pour les gens plus vulnérables. Par exemple, dans les CLSC à Port-Neuf, il y a des cliniques là, qui sont organisées dans les prochains jours. À partir du 10 décembre,
Il y a à Saint-Marc le 10, ensuite à Pont-Rouge le 11 décembre, à Donnacona le 12 et finalement ici à Saint-Raymond le 13 décembre. Donc les gens vont avoir l'embarras de choix, il y a vraiment un accès, puis c'est gratuit là, pour les personnes visées. Il y a des cliniques médicales et pharmacies aussi qui l'offrent dans la région de Portneuf. OK. Est-ce qu'il faut payer aussi pour... La vaccination est complètement gratuite là, pour les personnes ciblées, mais pour les personnes, par exemple, un adulte en bonne santé qui n'est pas visé, on le réfère plus en clinique médicale ou en pharmacie. Par exemple, en pharmacie, il peut y avoir des frais qui sont exigés, mais c'est seulement pour les personnes en bonne santé qui ne sont pas ciblées par la campagne. Les personnes plus à risque de complications, on veut vraiment les rejoindre. Ça peut prévenir une hospitalisation et même un décès, donc on s'assure que le service soit gratuit. Oui. Et j'imagine que sur le site web du CIUS, on peut avoir toutes ces informations. Oui, la meilleure référence, c'est vraiment le site du CIUS de la capitale nationale. Tout de suite, en entrant, il y a un onglet spécifique pour avoir toutes les informations. Alors, Dr Nicolas Brousseau, médecin conseil au CIUS de la capitale nationale, merci beaucoup à vous. De cet entretien. Merci. Les maires de la MRC de Portneuf tenaient leur séance publique du mois de novembre ce mercredi à Cap-Santé. Après la séance régulière, les maires ont adopté les prévisions budgétaires 2019 qui augmentent de 423 000 $ pour atteindre 5 782 267 $. Cette augmentation ne modifie pas la quote-part des municipalités par rapport à 2018. L'augmentation est compensée en grande partie par des revenus équivalents et des surplus affectés. La quote-part des municipalités qui se chiffre à 3 293 365 $ pour 2019 est déterminée en fonction de la richesse foncière uniformisée, c'est-à-dire l'évaluation de tous les immeubles et terrains de son territoire. La richesse foncière uniformisée de l'ensemble des municipalités de la MRC de Portneuf pour 2019 atteint quelque 6 510 000 $. Parmi les sujets à l'ordre du jour qui retiennent notre attention, notons qu'un protocole d'intervention d'urgence en milieu isolé de la MRC de Portneuf a été développé. 3 municipalités, Saint-Raymond, Pont-Rouge et Saint-Casimir, deviennent des cellules d'intervention équipées et les ressources humaines formées pour secourir quiconque se trouve en dehors du réseau routier. Une subvention de quelque 205 000 $ du gouvernement du Québec aura permis de procéder à l'achat d'équipements, dont des VTT et motoneiges, ainsi que de la formation aux intervenants. Un protocole d'intervention a été établi entre les ambulanciers paramédics, les services des incendies et la Sûreté du Québec. Le 911 demeure la centrale téléphonique. On souhaite maintenant que ce protocole soit adopté par l'ensemble des municipalités de la MRC de Portneuf. À l'initiative du maire de la ville de Portneuf, Mario Alain, un groupe de soutien pourrait se former pour aider les propriétaires de résidences privées pour personnes âgées dans Portneuf à se conformer aux règles de sécurité établies suite à la tragédie de l'île Verte en janvier 2014. Dans Portneuf, on note 2 fermetures, dont celle de Pont-Rouge qu'on parlait tout à l'heure. Selon M. Alain, malgré les subventions de 3 000 $ prévues par porte pour aider les propriétaires de résidences privées à se conformer aux nouvelles normes, dont l'installation de gicleurs, les fabricants et détaillants de ces systèmes ont ajusté leur prix à la hausse. Le manque de pression d'eau et le manque de personnel sont aussi des problématiques vécues par des propriétaires de résidences privées pour personnes âgées. Notons que les maires de la MRC de Portneuf ont adopté le rapport du comité d'aménagement mandaté pour tenir l'assemblée publique du 1er novembre dernier sur le projet de production porcine à Saint-Léonard de Portneuf du maire Denis Langlois. Seul l'organisme de bassin versant, la CAPSA, a déposé un avis écrit faisant état de ses préoccupations dans le délai de 15 jours prescrit après la séance publique. Le rapport sera remis à la municipalité de Saint-Léonard qui aura à son tour à adopter le rapport avant d'émettre les permis de construction nécessaires à M. Langlois.
Le député de Portneuf à l'Assemblée nationale, Vincent Caron, a été élu président du caucus des députés de la coalition Avenir Québec de la capitale nationale. M. Caron a été élu le 23 novembre dernier lors de la première rencontre officielle des 8 députés de la CAQ qui forment le caucus du gouvernement pour la région de la capitale nationale et qui se tenait au cabinet de la députée de Louis Hébert, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la capitale nationale, Geneviève Guilbeault. Les 8 députés se réunissaient pour mettre en place la structure régionale qui vise à coordonner les actions et analyser les dossiers prioritaires de la capitale nationale de Portneuf à Charlevoix-Côte-de-Beaupré. Le caucus est composé de Geneviève Guilbeault, Sylvain Lévesque, Éric Kerr, Jonathan Julien, Émilie Foster, Mario Asselin, Jean-François Simard et Vincent Caron. 3 ministres siègent sur ce caucus. Une vingtaine de personnes, membres de la table de concertation en sécurité alimentaire de Portneuf, tenaient une première réunion à Pont-Rouge le lundi 12 novembre dernier, suite à la journée de réflexion qui avait lieu à Saint-Raymond le 16 octobre. Selon la coordonnatrice Sylvie Germain, la volonté de collaborer est de plus en plus marquée entre la vingtaine d'organismes impliqués pour assurer de la nourriture saine et en quantité suffisante aux personnes et aux familles de chacune des municipalités de la MRC de Portneuf qui en ont besoin. Un projet pilote de récupération d'aliments dans les épiceries de Portneuf, piloté et dirigé par Moisson Québec, a été présenté et un sous-comité verra la bonne marche du projet. Moisson Québec récupère des aliments dans les supermarchés depuis 3 ans à Québec et le CIUS dispose d'une enveloppe budgétaire pour ce genre de projet structurant dans la capitale nationale. Coordonner l'ensemble des opérations de la cueillette à la distribution, autant dans les supermarchés que dans les entreprises agroalimentaires, demeure le grand défi, comme nous dit la coordonnatrice Sylvie Germain. Trouver des solutions pour aller récupérer les denrées auprès des entreprises agroalimentaires, puis répondre aux défis que représente là, le stockage, la conservation, la transformation, puis le transport des denrées vers les organismes d'aide alimentaire. Un rapport sur le potentiel de récupération des denrées auprès des entreprises agroalimentaires de Portneuf devrait être complété au printemps prochain et une deuxième journée de réflexion sur la sécurité alimentaire dans Portneuf devrait se tenir en 2019. À Donnacona, la municipalité a dû faire face à une mauvaise surprise dans son projet de construire un complexe aquatique relié à l'aréna et l'oblige à consulter ses citoyens pour l'adoption du nouveau règlement d'emprunt. La municipalité avait convoqué les citoyens ce mardi 27 novembre à une rencontre d'information à la salle Luc Plamondon de l'école secondaire pour faire une mise à jour de l'ensemble du projet depuis la dernière soirée d'information du 19 septembre 2017 et où quelques 185 personnes étaient présentes. Plus d'une cinquantaine de personnes se sont déplacées cette semaine. L'étude conceptuelle présentée au Conseil de ville le 9 octobre dernier, suite à un appel d'offres, arrive avec un montant de 3 300 000 $ de plus que les 5,5 millions estimés dans l'étude préconceptuelle de juin 2016. Une étude géodésique a démontré une faible capacité portante du sol où doit se construire le complexe et selon les normes actuelles, un bâtiment tel que présenté en préconception ne pouvait se construire au coût de 5,5 millions selon le marché actuel et en prévision du début de sa construction en 2019. On constate un écart important entre les coûts de conception en 2016 et ceux d'aujourd'hui. De plus, les coûts de la préparation du sol et de son excavation n'auraient pas été considérés, de même que la protection du mur de l'aréna en 2016. Le bâtiment sera construit perpendiculaire à l'aréna et non pas parallèle selon le concept premier et des changements ont dû être apportés aux fondations et au corridor qui reliera le complexe aquatique à l'aréna.
Les gouvernements du Québec et du Canada ont garanti près de 67 % du coût du projet en 2017, environ 3,67 millions. Et des démarches sont en cours pour bonifier l'aide gouvernementale. Le fonds de réserve destiné au projet, qui a été instauré en 2013, sur 5 ans, a atteint 1,1 million de dollars et il se bonifiera cette année et l'an prochain. Le coût actuel du projet est donc de 8,76 millions de dollars, une hausse de 40,7 % et selon les règles gouvernementales, la municipalité doit obtenir l'approbation de ses citoyens pour un règlement d'emprunt supplémentaire de 3 600 000 $ répartis sur 30 ans, équivalent à 234 000 $ de remboursement annuel, incluant capital et intérêts. Selon la municipalité, cette hausse ne changera rien au compte de taxes des contribuables. Écoutons le conseiller Serge Paquin. Maintenant, qu'est-ce que ça change sur votre compte de taxes? Rien. Tout simplement parce que ce montant-là de 234 000 $ est pris à même le budget des immobilisations. Et à chaque année, nous avons l'obligation d'équilibrer ce budget-là. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va faire des choix en conséquence. C'est-à-dire que le budget des immobilisations va être amputé de 234 000 $ à chaque année. Mais heureusement, ce budget-là, il augmente à chaque année du coût de la vie. Et à chaque fois, en plus, que les frais d'intérêt d'un emprunt passé qui vient à échéance sont récupérés puis ajoutés au budget de immobilisation visé finalement au bout de la vie. La municipalité de Donnacona estime avoir les moyens de s'offrir ce genre d'infrastructure qui permet d'améliorer la qualité de vie de ses citoyens et qui devient aussi attractif pour en attirer d'autres. Ceux et celles qui s'opposent à ce règlement d'emprunt devront signer le registre le lundi 10 décembre prochain. Plus de 569 signatures sont nécessaires pour stopper le projet ou obliger la municipalité à tenir un référendum. Si c'est le cas, le conseil municipal se prononcera à la séance du 14 janvier 2019 et un référendum pourrait se tenir le 17 mars. Si le registre compte moins de 569 signatures, le règlement d'emprunt sera acheminé au ministère des Affaires municipales pour approbation et la construction pourrait débuter au printemps 2019. Rappelons que le projet du centre aquatique consiste à construire 4 corridors d'entraînement de 25 mètres de long, 2 plongeons, un bassin récréatif, les espaces de filtrage d'eau, des bureaux administratifs, le corridor qui relie le complexe aquatique à l'aréna et un ascenseur. Lundi dernier, 26 novembre, le conseil municipal de Donnacona a adopté à l'unanimité le nouveau règlement d'emprunt et la construction du centre aquatique. Les gens d'affaires industriels, commerçants, travailleurs autonomes, maisons d'enseignement et autres intervenants à caractère économique de la MRC de Portneuf ont pris part ce mercredi au club de golf Le Grand Portneuf au rendez-vous RH Portneuf 2018, RH qui veut dire ressources humaines. Une centaine de personnes ont répondu à l'appel, une vingtaine de plus que l'an passé. Emploi Québec et ses partenaires ont concocté une programmation sous le thème « Rareté de main-d'œuvre, mobilisons-nous » pour une deuxième année. Écoutons Martine Frenette, directrice du Centre local d'emploi de Portneuf. Avec le comité organisateur, on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire autrement que de garder la rareté de la main-d'œuvre. C'est vraiment ce qui préoccupe présentement nos entreprises, pas juste dans Portneuf, mais je pense dans l'ensemble de la province et même à plus grande échelle. C'est vraiment la préoccupation majeure présentement de nos entreprises. Oui. Les participants ont pu assister à 5 conférences portant sur le développement économique régional au 21e siècle, l'ABC de l'immigration, 9 solutions pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre, le choc des générations, ainsi qu'Étienne Beaumont de la coopérative de solidarité de la Vallée-Bras-du-Nord à Saint-Raymond qui a présenté le documentaire En marche. Nous avons rencontré le chroniqueur-blogueur au journal Les Affaires, René Vézina, et qui pratique le journalisme depuis plus de 40 ans après sa conférence. Écoutons l'entrevue qu'il nous a accordée. Bonjour, M. Vézina. Bonjour. M. Vézina, vous êtes dans Portneuf aujourd'hui. Vous avez rencontré les gens d'affaires industriels, en fait, de Portneuf. Vous venez donner une conférence sur le développement économique régional au 21e siècle. Essentiellement, quel message vous livrez aux gens de Portneuf à ce niveau? Il y en a 3. D'abord, la rareté de main-d'œuvre, c'est devenu un phénomène qui frappe toutes les régions et pas simplement la région de Portneuf.
c'est un élément maintenant, c'est un morceau essentiel du casse-tête, là, et c'est pas le plus facile à placer. Le troisième, c'est qu'il y a quand même des solutions. À partir du moment où on réalise l'ampleur du problème, puis c'est un gros problème. Souvent, on ne s'en rend pas toujours compte parce que ça fait partie de l'actualité permanente, mais ça fait juste enfler. Là. Quand il y a 110 000 postes à pourvoir au Québec actuellement, juste dans le secteur privé, bien, ça veut dire que ça se répercute partout. Mais qu'il ne faut pas baisser les bras parce que ça se trouve des solutions. Et justement, parlons de solutions. L'immigration s'en est aussi. Comment vous voyez ça? Bien, c'est au cœur de la question. Il y a plusieurs solutions. Il y a d'aller chercher des clientèles, des bassins potentiels de clientèle pour travailler, les femmes notamment. Les femmes ne participent pas encore entièrement au marché du travail, pour autant qu'on pourrait. Là. Il y a eu des mesures, des garderies, mais c'est pas fini. L'immigration en fait partie aussi. Je vais y revenir dans un instant. Celui qui est le plus facile, il me semble, dans les médias, c'est ce qu'on appelle les travailleurs expérimentés. Des gens qui sont à la retraite ou qui pensent partir à la retraite. Et là, il faut concilier les horaires. C'est souvent pas évident là, parce que ça ne sera pas toujours à temps plein, mais qui serait disposé à faire quelques heures dans la semaine. Mais là, il faut carrément jongler avec les horaires. Les immigrants, c'est clairement là, une partie essentielle des solutions. Et la région ici est sous-représentée. Alors, par exemple, à peu près 80-85% des immigrants qui arrivent au Québec s'installent dans la grande région de Montréal. Montréal, Laval et autres. Québec, la capitale nationale, c'est à peine 6%. Ici, c'est à peine 1,5%. Ça veut dire que pour tout ce dont on a besoin, et notamment pas nécessairement pour des tâches très compliquées, c'est souvent dans le domaine des services ou des salaires pas très élevés, il manque de monde. Mais là, c'est compliqué là, parce qu'il y a toute une série de démarches et une fois, puis il faut avoir répondu à une série de critères qui souvent sont un petit peu décourageants. Mais après, mettons que ça marche, il faut les garder. Parce que c'est pas toujours facile de s'intégrer dans un milieu différent du sien. Et il y a des gens qui se découragent. Et quand ils se découragent, bien, ils repartent pour où? Ils repartent pour Montréal. On a vu ça tellement souvent. Oui. Quelles sont les forces, selon vous, justement, de la région de Portneuf? Bien, alors, il est clair qu'ici, la proximité de tous les services, le coût de la vie qui est beaucoup moins élevé, c'est important. Parce que les gens qui arrivent, si le salaire n'est pas trop élevé, mais qu'en plus, il faut qu'ils le mangent littéralement pour se loger, ça ne les arrangera pas. Donc, le coût de la vie n'est pas très élevé. Il est élevé partout, là, mais relativement parlant, il est moins ici. Les services se sont bien développés. Les axes routiers sont là. Le service d'Internet est présent. Il y a une belle qualité de vie. Vous avez les planaires partout. Puis il y a peut-être un élément dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui m'apparaît essentiel, surtout quand on se met dans la peau des gens qui viennent en dehors, c'est que c'est paisible ici. L'armée ne viendra pas défoncer la porte chez vous pour partir avec le père de famille. Les gens peuvent sortir. Moi, je me rappelle toujours, il y a bien des années, j'étais guide touristique au Château Frontenac. Enfin, pas au Château Frontenac, mais pour une organisation. Et on partait du Château Frontenac. Il y a un couple d'Américains qui m'avait demandé, un mercredi de juillet, il était à 8 h le soir, là, « Is it safe to go outside? » Est-ce que c'est sécuritaire? Ben, oui, vous êtes à Québec. Ben, à plus forte raison, si vous êtes à Pont-Rouge, à Saint-Raymond ou ailleurs, vous pouvez vous promener sans craindre pour votre sécurité. Il y a des accidents comme il y en arrive partout, mais imaginez des pays qui sont déchirés par des guerres, qui vivent dans la crainte continuelle de se faire agresser. Ben, tu dis, écoutez, chez nous, vous allez pouvoir marcher sans toujours regarder derrière vous dans la rue. Il ne faut pas sous-estimer cet élément-là, là, parce que pour souvent, là, c'est ça que les gens fuient. Et on peut évidemment leur offrir. Donc, tout ça, ça s'appelle la qualité de vie. Oui. Et c'est sûr que ça joue en votre faveur. Quelle importance vous accordez à l'économie sociale dans une région comme la nôtre? L'économie sociale en fait partie parce que vous vous retrouvez avec toute une série d'organisations qui peuvent venir en soutien. Il y a des coopératives, puis il y en a de plus en plus. D'ailleurs, il y a une question d'aujourd'hui. C'est des formes maintenant qui se développent et qui sont plus vues comme étant tout simplement quelque chose de marginalisé, là. Alors, oui, puis ça en fait partie. Et d'ailleurs, moi, je veux bien que ce soit le ministère de l'Immigration qui s'occupe des démarches, mais on s'est rendu compte dans les régions que lorsque, par exemple, les immigrants arrivent, la différence, là, c'est des organismes qui agissent sur le terrain. C'est eux qui font la différence. Oui.
comment on doit combiner développement régional et développement économique aussi pour maintenir une qualité de vie quand même intéressante en région? Oui, bien c'est essentiel. C'est-à-dire que si vous voulez que des gens... Puis là, ce dont on a besoin, c'est des jeunes ménages la plupart du temps. Donc, il faut qu'ils viennent, prennent la relève, parce que les baby boomers sont nombreux à partir à la retraite. Donc, si vous pouvez dire à ces gens-là qu'ils ont de bonnes chances de se faire une vie décente, parce que l'économie est solide, parce qu'ils y trouveront leur compte, parce qu'il y en aura pour les deux personnes, parce que maintenant, de plus en plus, il faut que les deux personnes travaillent pour pas que quelqu'un soit exclu. C'est un argument de taille. Et le taux de chômage ici est bas, c'est-à-dire qu'on a absolument besoin de monde. À l'époque, c'est une région qui vivait essentiellement des ressources, la forêt, les carrières, les mines. Ça a beaucoup changé. Près des 2/3 des gens travaillent dans le domaine des services. Alors, il y a un changement tranquillement qui s'est opéré et qui permet de diversifier. Là, vous n'avez plus besoin d'être simplement capable de travailler en usine pour vous installer ici. Ça aussi, ça change. Oui. Vous avez parlé tantôt qu'il faut que l'entrepreneur anticipe, en fait, ce qui s'en vient. Qu'est-ce que vous entendez justement par anticipation? Anticipation, c'est que là, il faut qu'on se dise qu'est-ce que les gens vont rechercher, de quoi ils vont avoir besoin, qu'est-ce qui sera la prochaine étape. Le tourisme d'aventure, est-ce que ça en fait partie? Est-ce qu'on peut offrir ici? Est-ce qu'on peut développer? Je vois, par exemple, des établissements hôteliers dans la région qui sont équipés pour recevoir les motoneigistes l'hiver. Il y était un temps où c'était des établissements d'abri de fortune. Là. Quand les gens partaient faire le tour, maintenant, ils logent dans des hôtels de première classe et ils ont roulé toute la journée et ils veulent bien manger le soir. Là. Ils ne veulent pas se contenter de miettes et d'un hamburger. Alors, il y en a qui sont déjà positionnés là-dessus puis ils récoltent les fruits de ça. Il faut voir venir quelle va être la demande. Oui. Et ça vaut pour tous les domaines. Oui, vous avez mentionné aussi qu'il faut être le meilleur. Le meilleur. Aussi, comment on fait pour être meilleur? S'assurer d'être meilleur que l'autre meilleur. Il faut toujours viser... On ne peut pas se contenter de faire du surplace en disant « Là, j'ai réussi, ça va bien, je suis bien considéré, je me sens... » Il faut jamais baisser les bras, jamais. Oui. Et peut-être en terminant... comment vous voyez l'économie, justement, avec les États-Unis, avec ce qui s'en vient? Est-ce qu'on s'en va dans un cul-de-sac, selon vous? C'est très difficile de répondre, mais je peux vous dire que, écoutez, la vie ne serait pas ce qu'elle est ici, là, si on était à côté d'un petit pays faible. Notre prospérité dépend, entre autres, de notre proximité avec les États-Unis. Au départ, là, on a cette chance-là. Bon, maintenant, il y a des hauts et des bas dans les relations commerciales, des relations politiques. C'est très tendu depuis que Donald Trump est arrivé au pouvoir. Les mandats ne sont pas éternels, pour commencer. Et là, ça sert de commencer à se tasser. Mais il nous arrive souvent une mauvaise surprise. Et c'est pour ça qu'on peut, comme je dis, rien prendre pour acquis. Parce qu'on avait l'impression que les États-Unis, puis nous, on était les meilleurs amis du monde. Et là, on en a mangé une méchante là, depuis quelque temps. Alors, il faut faire avec, il faut composer. Mais moi, j'ai confiance dans le bon sens. C'est le bon sens finit par prévaloir. Puis ça va... En tout cas, on va se toucher du bras, là, mais ça devrait finir par se tasser. Oui. Alors, M. René Vézina, merci beaucoup. D'entrée. Le jeudi 15 novembre dernier, à Drummondville, se tenait le Gala des fleurons du Québec 2018. Il s'agissait de la 13e édition. La Corporation des fleurons du Québec a procédé au dévoilement de la classification horticole des municipalités évaluées l'été dernier. Plus de 200 élus et représentants municipaux étaient présents pour recevoir leur attestation officielle des mains du président des fleurons, le maire de Deschambault-Grondines, Gaston Arcan. 116 municipalités ont été évaluées cette année. Dans Portneuf, la ville de Donnacona conserve ses 3 fleurons et a remporté les grands honneurs du concours intitulé « Du jardin dans ma ville » dans la catégorie des 5000 habitants et plus. Donnacona a présenté son projet d'aménager un placotoir pour revitaliser le terrain ravagé par un incendie au centre-ville. La ville souhaite restaurer cet espace public et en faire un lieu de rassemblement pour ses citoyens et ses commerçants. Les aménagements seront réalisés au printemps 2019 par une équipe d'experts horticoles. Donnacona a reçu un prix de 15 000 $ pour sa réalisation. Une soixantaine de municipalités avaient présenté un projet dans le cadre de ce concours. La ville de Saint-Raymond, de son côté, conserve ses 4 fleurons pour une période de 3 ans et félicite les citoyens, commerçants, institutions et représentants municipaux
qui ont contribué à l'embellissement et à l'aménagement paysager de la ville. 60% du territoire de Saint-Raymond a été visité par les classificateurs qui ont évalué tous les lieux à la vue du public. La qualité des aménagements municipaux, de même que le nombre et la qualité des initiatives communautaires en développement durable, ont retenu l'attention des classificateurs qui ont remis leur rapport d'évaluation qui suggère des améliorations. La prochaine évaluation à Saint-Raymond est prévue en 2021. L'agenda culturel de la semaine avec David Alexandre après la pause. Ce bulletin d'information vous est présenté par les Caisses Desjardins de la région de Portneuf qui sont fiers de mettre en valeur les initiatives des gens d'ici. Bonsoir, voici votre agenda culturel des prochains jours. D'abord, la saison des fêtes est bel et bien débutée et puis la preuve, j'ai plusieurs suggestions d'activités de Noël à vous proposer. Ça débute d'abord ce vendredi le 30 novembre, c'est l'événement Noël avant Noël. Ça se passe au relais de la Pointe aux Écureuils de Donnacona. Échange de cadeaux, visite du Père Noël, de la Fée des Glaces et musique avec les lutrins de Noël sont au programme. Donc pour l'échange de cadeaux, vous apportez un cadeau d'une valeur d'un peu plus de 5 $ et puis tout ça, ça aura lieu à compter de 17 h. L'arrivée très attendue du Père Noël aura lieu ce samedi 1er décembre à la place Côte-Joyeuse entre 10 h et 15 h. Au programme, notamment activités avec le Père Noël, maquillage et sculpture de ballons. Il y aura aussi une petite ferme, donc là, c'est une activité idéale ce samedi pour la famille. La saison des marchés de Noël se poursuit et puis ce week-end, c'est très chargé. Il y a entre autres le Cercle de fermières de Saint-Raymond qui tient son marché à Place Côte-Joyeuse pendant plusieurs jours. C'est du 29 novembre au 2 décembre et du 6 décembre au 9 décembre. Il y a également un marché qui se tient à Rivière-à-Pierre ce samedi 1er décembre et un autre au Moulin samedi et dimanche, Moulin-Marcoux de Pont-Rouge. Dimanche le 2 décembre, c'est aussi le Salon de Noël à Saint-Léonard et le marché de Noël à Saint-Basile. Pour la journée de vendredi, c'est la formation Coco Méliès qui sera de passage au Moulin-Marcoux de Pont-Rouge. Le groupe viendra présenter son nouvel opus, The Riddle. Coco Méliès, c'est un groupe qui est reconnu pour ses harmonies vocales distinctives et puis son folk raffiné. Le spectacle sera tantôt brut, tantôt lumineux. Le coût des billets est de 28 $ pour cette soirée au Moulin qui débute à 20 h. You used to rest upon on a late night. Drop dead on your car over a life you never left. You know hell is unlocked door. L'humoriste Matt Cyr sera en rodage à Saint-Ubalde avec son spectacle Le Chaînon Manquant. Ça aura lieu ce samedi, le 1er décembre, de 19 h à 22 h. On dit que l'humoriste a toujours été un peu différent des autres, en décalage. Il s'est tourné vers des choix de vie marginaux, par exemple faire l'école à la maison pour ses enfants et puis vivre en commune avec une autre famille. Et avec toutes ces initiatives et ces idées qui sont parfois bizarres, ça crée une tonne d'anecdotes. Vous pourrez donc les entendre, ces anecdotes, à l'hôtel chez Roland de Saint-Ubalde ce samedi. Les billets sont en vente en ligne au www.lepointdevente.com ou encore directement sur place au coût de 20 $.
Toujours en humour, cette fois au Centre communautaire de Saint-Marc-des-Carrières, c'est l'humoriste Simon Gouache qui sera en prestation ce samedi à compter de 20h. Dans ce premier one-man show, Simon Gouache parle de ses forces, mais surtout de ses faiblesses. Il utilise ses propres expériences afin de vous faire revisiter certaines facettes de votre personnalité, tout ça en étant original. On dit que c'est un spectacle drôle et puis authentique. Pour les billets, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Marc-des-Carrières. Alors voilà, c'est complet sur ce. Bonne sortie culturelle. La féerie de Noël était à son comble en fin de semaine dernière à la place de l'église de Cap-Santé, transformée en marché de Noël avec la présentation de la 18e édition du Noël d'antan. La neige et le doux temps ont enchanté les tout-petits comme les grands le vendredi soir avec l'arrivée de Saint-Nicolas et l'illumination du site. D'ailleurs, le traditionnel sapin de Noël était illuminé par 2000 lumières comparativement à 500 l'an dernier. Le député fédéral de Regina, chef du Parti conservateur du Canada et de l'opposition officielle à la Chambre des communes à Ottawa, Andrew Scheer, et sa famille, sa femme Jill et leurs 5 enfants ont débuté leur saison des fêtes au Noël d'antan de Cap-Santé le vendredi soir. M. Scheer participait à une table ronde régionale à Saint-Augustin-de-Desmaures le vendredi matin en compagnie du député conservateur de Portneuf-Jacques-Cartier, Joël Godin, et du maire de Cap-Santé, Michel Blackburn. Écoutons une partie de l'allocution de M. Scheer. À une table ronde, le maire m'a invité de venir ce soir. Et alors, j'ai parlé avec Jill, ma femme, et nous avons décidé de commencer la saison de Noël aujourd'hui, ici. Alors, félicitations à tous les gens qui ont assisté pour ce moment. Félicitations à tous les bénévoles. C'est un événement extraordinaire. J'ai hâte à visiter tous les magasins, toutes les choses ce soir. Et sincèrement, merci beaucoup pour le bienvenue chaleureuse et bon événement. Merci beaucoup. Quelques 70 artisans ont envahi l'espace, animés par des artistes, musiciens, choristes et amuseurs publics. Après 18 ans, le marché du Noël d'antan de Cap-Santé est devenu un rendez-vous des fêtes incontournable. Plus de 30 000 personnes viennent vivre l'événement bon an mal an durant les 3 jours. D'ailleurs, une équipe de sondeurs était sur place pour recueillir des données sur le profil et la provenance des visiteurs. Un rapport sera émis sous peu. Quelques 80 bénévoles donnent du temps à l'organisation. Ce mercredi matin, à l'école secondaire Saint-Raymond, on a procédé au lancement officiel de la nouvelle fondation de l'école secondaire Louis Jobin. Une fondation du genre permet de recevoir des dons de particuliers ou de corporations qui souhaitent aider l'établissement à développer des projets enrichissants et accessibles aux élèves par le biais d'activités ou programmes de tout genre, et bien sûr en étroite collaboration avec la direction et le personnel de l'école. Un conseil d'administration de 11 personnes bien connu dans la communauté, a été créé et présidé par le juriste, homme d'affaires, ex-conseiller à la Ville de Saint-Raymond et initiateur du projet, Guillaume Jobin. Guillaume nous parle de ses motivations. Je m'étais posé la question pourquoi on n'avait pas encore ça à Saint-Raymond, alors qu'on sait très bien que les gens qui ont passé par l'école, tout le monde est fier, reviennent faire leur tour. Il y a plusieurs gens qui se demandent aussi comment on pouvait faire pour aider l'école, parce que je veux pas dans une communauté, avoir une école, c'est primordial. Puis même quand je parle en tant que père de 3 jeunes enfants, c'est une question qu'on se pose. Hein? On dit un jour, l'éducation, c'est vraiment important. Parce que pour moi, c'est quelque chose à quoi je crois. L'école secondaire, je sais que ça va s'en venir à grands pas. Donc, ça faisait un peu partie des idées, des pourquoi l'idée de la fondation m'est venue, puis que j'ai lancé aux gens de l'école. À court terme et pour susciter un sentiment d'appartenance, une invitation publique est lancée, particulièrement aux anciens de l'école secondaire Louis Jobin, de devenir membres de la Fondation et ainsi créer un bon réseau de contacts. Il en coûte 20 $ par année, finissant ou pas, ou 10 $ si on est un finissant de l'école il y a moins de 5 ans. Un site web est maintenant en ligne ainsi qu'une page Facebook. Une première activité de financement pourrait se tenir dans le cadre du Super Bowl au mois de février 2019.
La guignolée de la Société de développement commercial, la SDC de Saint-Raymond, se tiendra jeudi matin 6 décembre prochain autour des intersections des rues les plus achalandées au centre-ville au profit de SOS Accueil. Il s'agira de la 8e édition. Entre 6h30 et 9h, jeudi matin prochain, une vingtaine de bénévoles, chaudière à la main, identifiés d'une tuque et d'un dossard, amasseront les dons en argent des automobilistes qui s'arrêteront à ces intersections. 41 712 $ ont été amassés depuis 8 ans et la SDC souhaite atteindre 7 800 $ cette année. Tout l'argent est destiné à l'organisme SOS Accueil de Saint-Raymond qui confectionne, entre autres, des paniers de denrées alimentaires aux familles les plus démunies du territoire. La Chambre de commerce régionale de Saint-Raymond lance une campagne de promotion pour l'achat local à l'aube de la période des fêtes. Un concours a été élaboré entre le 1er et le 24 décembre prochain pour toute personne qui aura acheté un cadeau de Noël dans un commerce de Saint-Raymond, Saint-Léonard, Rivière-à-Pierre et Sainte-Christine d'Auvergne. Plus de détails sur le site web de la Chambre de commerce. Un petit rappel aux joueurs de hockey de la région qu'il est toujours temps de former une équipe pour jouer au tournoi Jouer pour la cause à l'Aréna de Saint-Raymond les 28 et 29 décembre prochains au profit de la Société canadienne du cancer. Le coût est fixé à 400 $ par équipe et pour s'inscrire, il s'agit de communiquer avec Mario Vachon ou par courriel à info-ville-saint-raymond.com. L'opération Nez Rouge débute dans Portneuf cette fin de semaine. 8 soirées de raccompagnement sont prévues, dont ce vendredi 30 et samedi 30 novembre et 1er décembre. Alors, ça complète Info-CJSR pour cette semaine. Merci à Stéphane et Tony à la régie, au montage de la caméra sur le terrain, de même que Philippe aussi à la caméra sur le terrain. Merci à Lucie à l'accueil des invités en studio. On se laisse avec des images de l'activité familiale d'achat de sapins de Noël à Saint-Basile chez le producteur Plantation René Matt. Bonne semaine!